السلام عليكم، صحة عيدكم la team Teppedia. Saïd Moubarak لكاع لي musulmans du monde entier. ان شاء الله ينعاد علينا بالصحة والهنا ان شاء الله. Je sais que هاد العام c'est vraiment difficile avec Corona et tout, mais il faudra toujours vous protéger et bien sûr ندعو ربي يرفع علينا هاد البلا، وان شاء الله العيد الماجي ان شاء الله نعيدوه بليان مع لا فامي والحباب و كاع اللي غاليين على قلوبنا. Alors, je me présente encore une fois, c'est Dr. Ould Mohamed, chirurgien en orthopédie. Alors, aujourd'hui, on va vous faire un cours sur les infections de la main. Beaucoup de vous m'ont envoyé beaucoup de messages, que ce soit par mail ou sur Instagram. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner et à m'écrire si vous avez des questions, euh, que ce soit sur l'orthopédie, la traumatologie ou la médecine de façon générale. Il y a ma boîte mail, vous la voyez, dr.ouldmed@gmail.com et sur Instagram, drouldmb. Ok, alors, on va commencer par les infections de la main, qui est un cours qui est très important. De fait, c'est l'une des urgences les plus fréquentes aussi au niveau des urgences. Quand on dit une infection de la main, des fois, parfois, les gens vont dire aux antibiotiques, il y en a qui associent des anti-inflammatoires, et c'est là la plus grande des erreurs que font malheureusement certains de nos confrères généralistes, ou même certains de nos internes, alors que les anti-inflammatoires, à la base, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qui fait les anti-inflammatoires dans une infection? Il va arrêter, si vous voulez, ou bien suspendre le processus inflammatoire, alors que normalement le processus inflammatoire va vers la cicatrisation, et donc c'est à partir de là qu'il y aura la diffusion, et bonjour les dégâts, et ça peut évoluer jusqu'à l'amputation. Alors, pour le plan de cours, alors on va commencer par une introduction, par la suite le diagnostic et circonstances de survenue, bactériologie et écosystème de la main, on verra le cycle évolutif infectieux. On abordera par la suite le chapitre de Panary avec la clinique, les formes cliniques, les examens complémentaires, traitement médical, chirurgical. Et on passera à la suite au phlegma. On abordera les phlegmons des gains fléchisseurs, des espaces celluleux, les examens complémentaires et par la suite, toujours le traitement. Et là, on va se focaliser sur le traitement chirurgical. Alors, les infections de la main sont particulièrement fréquentes, hein, surtout au niveau de la main, bien sûr, et en particulier chez les diabétiques. Le Panary, même si il est de traitement simple, mais souvent il est chirurgical. D'ailleurs, s'il n'est pas adapté, il risque de laisser des séquelles fonctionnelles. Les phlegmons sont toujours graves. Ils imposent un traitement chirurgical. Donc, la rapidité d'exécution conditionne le pronostic, qui est d'autant plus réservé que le stade évolutif est avancé. D'accord? Fréquemment sont contaminés par inoculation directe lors de morsures, une plaie, qui dit qu'elles sont en regard d'une articulation au niveau de la main et sont synonymes d'infection qui est potentielle et qui impose une exploration et même un lavage chirurgical immédiat. On parle diagnostic, circonstances de survenue. Alors, le Panary, il succède en quelques heures à quelques jours à une inoculation septique, par soit inoculation directe, donc on a une piqûre, une griffure, une morsure, un petit arrachement des petits peaux péri-unguiales qui va réveiller une infection torpide, une plaie qui a été négligée, les soins, manucure et tout. Donc la contamination par contiguïté telle que dans l'ostéoarthrite qui est satellite d'un Panary. On verra par la suite les complications des Panary et aussi des phlegmons, plus rarement par voie hématogène. Donc la voie hématogène, vraiment, elle est super rare. D'accord? Alors, bactériologie, donc le revêtement cutané, il possède deux fonctions. L'une, elle est accueillante aux germes, l'autre, par contre, elle fait barrière. Donc au niveau de la main, il y a ces germes qui se développent au niveau de la paume, préférentiellement, et au niveau des plis, les commissures. Donc la plupart des infections de la main sont dues à deux germes.
il y a le staphylocoque doré, 65%, les streptocoques bêta-hémolytiques dans 15%, Staphylococcus aureus pratiquement 50% des cas. Les autres bactéries en cause sont par ordre de fréquence. Il y a les Pasteurellas, les bactéries apparentées qui sont rencontrées après les morsures, qui semblent douées d'un pouvoir pathogène important, beaucoup plus chez les patients immunodéprimés, donc les toxicomanes. Donc il faudra une motion pour les grammes négatifs. Les mycobactéries, donc la rareté impose des cultures beaucoup plus prolongées sur un milieu spécifique, à température variable. Concernant, par la suite, on va passer au cycle évolutif infectieux. C'est pratiquement la même chose pour que ce soit les panaries ou bien les phlegmons. Dans toute infection, de tout stade ou tout cycle infectieux, il passe par une phase d'invasion, puis phlegmasie, puis collection. Au départ, l'invasion, donc la population microbienne qui est introduite sous la peau, c'est des germes qui sont pathogènes. Ils privilégient beaucoup plus le staphylocoque doré et streptobêta-hémolytique. Par la suite, au stade de phlegmasie, qui est une multiplication bactérienne, on aura des signes inflammatoires qui témoignent de la défense de l'hôte. C'est une phase là qui est, à la base, elle est encore réversible. Elle peut être réversible spontanément, ou bien sous traitement. Mais si ça évolue pas, bien s'il n'y aura pas une réversibilité, ou bien s'il n'y aura pas un traitement adéquat, que ce soit antibiotique ou bien même chirurgical, on passe à un stade qui est de collection, qui apparaît pratiquement quelques jours après, même parfois quelques heures, qui correspond à une limitation dans l'espace de processus infectieux et qui va vers l'absédication. On commencera le chapitre des panaries. Donc, le panarie, c'est une infection qui est aiguë, elle est primitive, superficielle, elle peut être profonde aussi, des parties molles, des doigts, à la suite d'une piqûre septique. Souvent, elle est minime. Parfois même, elle peut passer inaperçue. Donc, dans la majorité des cas, il s'agit d'une infection qui survient juste au bord de l'angle, à la suite d'un petit arrachement d'une petite peau. Néanmoins, un panarie peut se localiser sur l'ensemble des doigts. On verra par la suite les formes cliniques, on va mieux détailler, vous allez voir des photos qui sont très intéressantes. Donc, le dernier cours, les plaies de la main, je vous ai dit que la plupart des photos étaient les miennes. Là, disons presque la moitié des photos qui sont les miennes. Enfin, les miennes, je parle de mes patients, bien sûr. Alors, à la phase de début, on a la phase catarrhale. Elle est souvent méconnue. Donc, il y a une douleur aiguë. Elle est vite calmée, suivie d'un intervalle libre. Donc, il y a des signes inflammatoires locaux. On a une odème, rougeur, chaleur. La douleur, elle est spontanée. Elle est atténuée ou bien elle est absente la nuit. On peut avoir des signes régionaux ou même généraux. Mais non, là, les signes généraux et régionaux sont absents. C'est par la suite. À la phase d'état qu'on peut avoir ces signes généraux. Donc, le stade, là, il est réversible. Donc, soit spontanément ou bien sous un traitement antibiotique. Mais sans traitement, ce qui est sûr, ou bien dans la majorité des cas sans traitement, dans quelques heures, on va passer à un stade suivant, qui est la phase d'état. D'ailleurs, vous pouvez voir la différence entre cette image-là et cette image-là. Là, c'est une petite rougure, en général c'est un panarie qui est érythémateux, mais là, on commence à avoir une collection de pus, ce qui est jaunâtre, c'est du pus, là, d'accord, la rougeur, ça signe l'inflammation, des signes locaux. Alors, dans le stade de collection, la douleur elle devient intense. Là, elle est permanente, pulsatile, insomniante même. Le patient n'arrive pas à dormir, d'accord. Et puis, il y aura des signes locaux. On a une infection rouge, là, elle est chaude, et la peau, elle est tendue. D'ailleurs, le pus, pratiquement visible. On peut avoir des signes
régionaux, ok? Donc, des adénopathies satellites. Là, les signes adénopathie satellite, ça veut dire des ganglions, ok? Donc, en amont, épitroclien, axillaire, une lymphangite, on peut avoir des signes généraux, une fièvre à 38, mais dans ce stade-là, quand on fait une FNS, les globules blancs sont pas très augmentés, ok? Là, le stade, il est pratiquement irréversible de manière spontanée. Et donc, la chirurgie devient indispensable afin d'évacuer cette collection-là. Sinon, on passe à un stade c'est le stade des complications ou bien la diffusion. Donc, l'infection va se propager au tissu du voisinage, à la peau, donc la fistulisation. Alors, imaginez, pour simplifier ce stade-là, si vous voulez, ou cette phase-là, alors, vous avez une collection. Cette collection, il y a une lutte de corps humain pour lutter contre cette infection-là. Et donc, on aura cette collection-là, elle doit sortir. Donc, soit elle va passer par la peau, donc fistulisation, qui est une bonne chose pour le patient, soit par contre, elle va diffuser vers l'os, elle entraînera une ostite, vers les articulations, elle va entraîner une arthrite, qui va donner une douleur articulaire spontanée et à la mobilisation. Si on ne va pas traiter à temps, eh bien, il y a un risque très important que ça va aller vers une arthrite, vers une ankylose de l'articulation, une raideur douloureuse. Par la suite, elle pourrait fuser vers les tendons et la gaine et la gaine, elle va donner un phlegmon et elle peut aller vers jusqu'à la nécrose carrément de tendons, ce qui va entraîner un déficit moteur ou parfois le patient demande même l'amputation. D'accord? Ou on serait obligé, dans le meilleur des cas, soit de faire une greffe tendineuse ou bien carrément une arthrodèse de doigt, et là c'est la perte de la fonction de ce doigt-là. Ok. Alors l'évolution, donc sous traitement à la phase catarrhale, récupération à d'intégramme en 24-48 heures. Si on passe au stade collecté, donc après l'excision, donc la récupération, elle se fait après une cicatrisation dirigée, donc on aura peut-être une petite cicatrice séquelaire, mais il n'y aura pas des conséquences fonctionnelles. Ça pourrait aller jusqu'à 15, jusqu'à même 21 jours. D'accord? Par contre, l'évolution sans traitement, la collection, comme je vous ai dit tout à l'heure, elle va s'éliminer d'elle-même. Soit elle va fistuliser vers l'extérieur, comme le ferait n'importe quel abcès, soit elle va diffuser en profondeur. C'est ça le risque. Alors, ça va infecter la pupe et le voisinage. Donc, on aura une extension de l'infection vers la phalange sous-jacente, ce qui va entraîner une ostite. Elle peut toucher l'articulation et donc une arthrite, d'où la gravité de cette pathologie-là. Donc, de fait, le plus souvent, c'est un retard diagnostique ou thérapeutique ou un traitement qui a été mal conduit. Donc, on peut observer cette ostite-là et une arthrite, ou même parfois un phlegmon des gaines, les gaines des fléchisseurs. On peut aller vers une nécrose cutanée, voire même digitale. Et donc, on peut avoir des séquelles fonctionnelles qui peuvent aller de la raideur à des complications, des séquelles cytiques. Donc, on peut avoir une cicatrice pulpaire, une dysgraphie anguillale, mais on peut aller aussi à l'amputation. Et si un traitement était incomplet, ou bien insuffisant, ou l'excision incomplète, la récidive, elle est fréquente, vraiment fréquente. On passe aux formes cliniques, donc on va avoir les panarrhées superficielles ou cutanées. Il y a les panarrhées subcutanées, il y a les panarrhées profonds. Alors, on commencera par les panarrhées superficielles, donc, ou cutanées. Donc, il y a la panarrhée de la région unguiale, panarrhée de la face palmaire,
de doigts, de la face palmaire, de dorsale, de doigts. Donc, les panarrhées superficielles ou cutanées, où la collection, elle siège dans l'épaisseur du revêtement cutané, les deux diagnostics et du traitement pratiquement évidents. Donc, les panarrhées péringuiales sont les plus fréquentes. On peut avoir des panarrhées flictinulaires, flictinoïdes ou flictinulaires, panarrhées anthracoïdes. Mais tout d'abord, on va commencer par les panarrhées de la région unguiale. Alors, là, vous avez deux photos. Il y a le panarrhée péri-unguial et il y a sous-unguial. Sont les plus fréquentes, 2/3 des panarrhées, localisées au pourtour de l'angle ou sous celui-ci. Donc, ils font suite à une piqûre septique, un hématome sous-unguial infecté. Là, c'est pour le panarrhée sous-unguial. Un soin de manucure. Alors, attention, mesdames et mesdemoiselles. Une excoriation, une onychophagie et périonnexis. Là, c'est les panarrhées périunguaux. Donc, c'est un classique tourniol qui peuvent fuser sous l'angle et se compliquer d'ostite. La collection, elle est pratiquement visible sous l'angle. Et l'extension se fait vers la pulpe de doigt ou la matrice unguiale. Donc, il y a un risque de se compliquer d'une ostite de la phalange. Alors, les panarrhées sus-unguaux peuvent succéder à une contamination directe ou bien être associées à un panarrhée périunguial. Donc, c'est possible, l'association. Et donc, ces deux-là représentent pratiquement, disons, 70% à peu près des cas. Les panarrhées de la face palmaire de doigt, là vous voyez le panarrhée érythémateux, vous voyez la rougeur là, donc c'est une simple rougeur, elle est superficielle, elle peut céder à un traitement antibiotique simple, parfois, hein, je dis bien parfois avec des mesures d'hygiène, on parlera après au traitement. Alors il y a le panarrhée flictinoïde, donc c'est un panarrhée qui est superficiel, donc c'est une petite collection purulente, flictinulaire entre l'épiderme et le derme, ce qui fait décoller le derme. Il y a le panarrhée en bouton de chemise. Là, il y a des images qui sont vraiment magnifiques, hein. Ça explique vraiment bien, quand vous voyez ces images-là, quand vous aurez un cas aux urgences, vous pourrez facilement deviner quelle forme clinique qu'a ce panarrhée-là. Alors, le bouton de chemise, c'est un panarrhée qui est appelé flictinulaire ou flictinoïde. Il communiquant avec un panarrhée subcutané par un étroit pertuis. Donc, il y a une conséquence, c'est la conséquence de la propagation à la pulpe d'un panarrhée périunguial. Ça nécessite donc logiquement une mise à plat bipolaire, à la fois unguiale, là, et périunguiale, là, et pulpaire. Donc, la collection subcutanée, elle peut être méconnue si elle n'est pas recherchée systématiquement. Il faudra vraiment bien examiner le patient. Ok? On passe au panarrhée de la face dorsale de doigt. Alors, le panarrhée intracoïde. Le panarrhée là, il est centré sur un follicule pilosébacé, donc un petit poil. Ça réalise un furoncle haut, ce qu'on appelle anthrax, de la face dorsale de la première ou deuxième phalange. Elle est d'évolution classique. Il y a donc risque de décollement, de nécrose cutanée et même atteinte de l'appareil extenseur et même des articulations interphalangiennes. Là, on a fini avec les panarrhées superficielles au cutané. On va passer panarrhées superficielles au cutané. Voilà. On va passer maintenant au panarrhées subcutanées, donc habituellement palmaires, mais ils peuvent toucher n'importe quelle phalange qui siège dans la logette cellulaire correspondante. Donc, on a les panarrhées de la pulpe. Il y a panarrhée de la première et la deuxième phalange, la face palmaire, et la face dorsale. Le panarrhée de la pulpe. Ok, là, dans cette image à gauche, ça représente pratiquement, disons, 10% des panarrhées, très douloureux. Donc, il fait disparaître la pseudo-fluctuation de cette région qui est augmentée de volume, un stade phlegmasique, et elle serait sous tension au stade de collection. Bon, n'est pas très clair, mais vous pouvez voir là la tension qu'il y a au niveau de la peau. Et l'évolution, donc, soit vers les plans superficiels, donc ça va réaliser un panarrhée en bouton de chemise, ou bien vers les plans profonds, elle va toucher l'os et l'articulation. La face de la première phalange, la face palmaire,
des deux premières phalanges, donc c'est rare, elle est rare. La propagation, elle est peu fréquente, sauf pour la première phalange, avec un risque de diffusion, soit vers l'espace commissural correspondant, soit bien à la loge tinarienne s'il y a un panaré de la base de pouce. Alors, on peut avoir aussi une diffusion vers la gaine de fléchisseur. Donc là, le panari de la face latérale de la gaine des fléchisseurs. Le panari de la face latérale de doigt, il y a un risque d'atteinte, soit des tendons, soit de l'articulation. Le panari, par contre, de la face dorsale de doigt, là, c'est grave. Elle risque d'évoluer vers une cellulite dorsale. Donc, il y a un risque de propagation vers l'appareil extenseur. Ici, ça touche un tendon, ça veut dire qu'il y a risque d'infection, risque de nécrose tendineuse. Et là, ça va aller vers des dégâts très importants. Et parfois, elle peut toucher une articulation, et donc c'est l'ankylosis articulaire. Et ça, c'est à cause de la minceur de tissu cellulaire. Et dans une atteinte, par exemple, des tendons, ou s'il y a par exemple une arthrite ou une ostéite, ça va imposer une excision chirurgicale radicale. Et on aura des difficultés par la suite pour la couverture cutanée. Les panaris profonds, donc elles sont rarement primitifs. Le plus souvent, c'est la conséquence d'un panaré sous-cutané maltraité ou négligé. Ils font toutes, d'ailleurs, la gravité de l'infection. On a l'ostéite, on a l'arthrite et phlegmon des gaines. Le phlegmon des gaines, on en parlera après, ok? On va parler beaucoup plus de l'ostéite et de l'arthrite. Là, vous avez deux images radiologiques qui expliquent vraiment bien. On commence par l'ostéite, donc souvent au niveau de la phalangette en général. Là, vous voyez dans cette radio-là, elle est secondaire à un panari de la pulpe, donc cliniquement, soit fistule au fond de laquelle on perçoit une consistance de sucre mouillé, donc l'os devient pratiquement de sucre mouillé, c'est valable pour toutes les ostéites des os, que ce soit au niveau de la jambe ou que ce soit au niveau du fémur après une intervention chirurgicale. Si on a une ostéite, il faudra comprendre une chose, hein. Ostéite un jour, c'est ostéite toujours. Donc la première chose qu'un orthopédiste, disons, doit toujours jamais, si vous voulez perdre sa vigilance ou sa concentration, c'est quand il s'agit d'une infection osseuse. Là, c'est vraiment la peur de tout orthopédiste, si vous voulez, c'est la crainte d'un orthopédiste qui a une conscience, bien sûr, un orthopédiste qui est chevronné, il doit avoir peur d'une infection parce que c'est pas la peur, hein. Quand on parle de peur, c'est beaucoup plus la peur d'être responsable de cette infection-là chez un patient ou de ne pas minimiser le risque chez ce patient-là parce que les séquelles ou les complications peuvent aller jusqu'à l'amputation et c'est vraiment un problème de santé publique. Alors, à la radio, donc, doit aller toujours avoir des clichés comparatifs et il doit analyser chronologiquement les clichés. On aura décalcification avec un contenu flou et même possibilité de séquestre. Là, on voit, ça peut être un séquestre, ici. D'accord. L'arthrite, alors parfois elle est due à une inoculation directe, hein. Le plus souvent les conséquences d'une ostillite. Donc cliniquement on peut avoir une impotence, une raideur douloureuse, une tuméfaction. Cette raideur-là douloureuse, ça c'est la crainte aussi. Ça c'est un risque qui est très important. C'est une complication qui est vraiment gravissime, hein. À la radio, donc l'évolution elle est tardive, mais là on est en train de voir l'ankylose pratiquement qui est le risque évolutif majeur, hein, de cette pathologie, ce qui compromet la fonction de la main. Alors, les examens complémentaires, vous n'avez pas vraiment besoin de beaucoup de choses. Une formule, on aura une hyperleucocytose, une hypernucléose. La glycémie, surtout quand le patient est diabétique. La VS, elle serait accélérée. CRP aussi. Bactériaux, donc on doit toujours faire un prélèvement bactériologique, soit péropératoire ou péropératoire. Donc à la radio, on va chercher beaucoup plus un corps étranger, surtout dans les phases les plus précoces, puis par la suite les signes d'ostéite ou
d'arthrite beaucoup plus tardivement. Alors, chapitre thérapeutique, le traitement et les médico-chirurgical, mais bien sûr, c'est une urgence. Une urgence d'abord médicale, puis une urgence chirurgicale. Donc, c'est une urgence qui est médico-chirurgicale. En stade d'invasion, on peut utiliser les bains antiseptiques. Ça peut donner d'excellents résultats. Bien sûr, là, je parle des panaries érythémateux. Tu vois, vous voyez, donc, le premier stade de l'infection. L'antibiothérapie n'est pas systématique, on la donne beaucoup plus si un patient sur terrain fragilisé, sous corticothérapie, diabétique ou immunodéprimé. La surveillance doit être clinique, mais surtout doit être régulière. Là, le but, c'est éviter la chirurgie. Mais quand on arrive au stade de collection, là, le traitement il est chirurgical. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Donc, il faudra une excision de tout, pratiquement tous les tissus nécrosés purulents. L'antibiothérapie ici, après l'avant bactériologique, serait de durée de 8 jours, 8 jusqu'à 10 jours parfois. L'antibiothérapie elle est systématique, s'il y a signe de diffusion, il y a morsure d'animal, chez un nourrisson, il y a un risque de staphylococcus pleuropulmonaire. Chez un patient valvulopathie, bien sûr, risque d'endocardite et les immunodéprimés. Là, c'est systématique. Sinon, il faudra avoir un prélèvement bactériologique pour mettre le patient sous antibiotiques. C'est-à-dire qu'il faut voir le PU pour dire il y a une infection, c'est sûr que c'est une infection purulente. Dans ce cas-là, il faudra mettre le patient sous antibiotiques. Après, bien sûr, vous allez faire un prélèvement péropératoire. Donc, vous allez faire l'antibiogramme, étude bactériologique, puis antibiogramme, et là vous corrigez l'antibiothérapie. Si le bon antibiotique que vous avez prescrit précédemment, eh ben, vous continuez le même traitement, sinon vous réadaptez. D'accord? Donc les antibiotiques seuls ne permettent pas de guérir le Panari. Ils ne sont prescrits qu'en complément de la chirurgicale. Donc c'est le traitement chirurgical quand on passe sur cette collection. Et dans les cas des Panari péri-ungueux, l'angle pratiquement doit être retiré. Vous devez comprendre qu'un traitement trop économique expose au risque de rechute précoce. Donc nous procédons systématiquement à la résection de bord proximal ou bien latéral de la tablette unguiale. Vous voyez, je ne sais pas si vous arrivez à voir, là, que ce soit dans le schéma ou bien dans les photos, vous enlevez le bord là. Quand c'est un Panari superficiel, vous allez latéralement, vous videz, vous faites carrément, vous avez enlevé excision complète des tissus nécrosés et évacuation du pus. Là, vous enlevez le bord latéral de l'angle. C'est la chose que pas mal de chirurgiens oublient, soit par méconnaissance ou bien par négligence, oublient d'enlever cette partie-là. Et c'est là le risque de récidive. Vous voyez là dans les photos, regardez, c'est un Panari qui est péri-unguial. Alors, on vide, mais on enlève la partie de l'angle juste à côté pour maximiser les chances de guérison pour le patient et éviter la récidive. Bien sûr, après, sa cicatrisation dirigée. Donc, l'antibiothérapie, bien sûr, comme on a dit tout à l'heure, elle ne sera prescrite sauf s'il y a un Panari qui est compliqué. Donc, il y a un Panari avec une infection purulente, avec une collection purulente. Et là, c'est l'opérateur, c'est lui-même qui va effectuer le pansement à 48 heures. Puis, 8 au 10e jour, afin de confirmer la régression satisfaisante du processus infectieux. Là, quand il s'agit d'un Panari pulpaire, donc l'incision, elle est latéro-pulpaire, en gueule de requin, regardez, en fonction bien sûr de la localisation principale de l'infection. On évite les incisions centrales, on doit effondrer toutes les cloisons fibreuses, pulpaires, et on procède à l'excision de la nécrose graisseuse, donc une excision vraiment extensive de la graisse, de la nécrose graisseuse. Et bien sûr, on draine avec une petite lame et l'antibiothérapie. Là, c'est un autre cas, un Panari de la face palmaire. Donc, vous voyez
pratiquement le tendon fléchisseur superficiel est pratiquement à nu. On regardait la première image, puis celle-là. Là, le chirurgien, il a procédé à une greffe, donc il a enlevé, regardez, il a transféré cette partie-là, il a fait un lambeau, ici, puis il a pris une petite partie de la peau et l'a greffé à la face dorsale. Ok. On passe au phlegmon, le deuxième grand chapitre de notre cours aujourd'hui. Alors, le phlegmon, c'est une infection aiguë du tissu conjonctif, que ce soit espace celluleux ou bien la gaine des fléchisseurs. Elle est secondaire à une piqûre septique ou bien un panari qui a été ou pas traité, qui a été mal ou pas traité du tout. Donc, le staphylocoque doré, il est l'agent bactérien principal des infections à l'origine de phlegmon, suivi en deuxième position par le streptocoque, et bien sûr, le terrain affaibli, ça veut dire la corticothérapie diabétique, les maladies auto-immunes, les cancéreux, et ben, ça joue un rôle important dans la survenue de l'infection. Alors, le phlegmon des gaines des fléchisseurs, donc c'est une infection qui est localisée au niveau de la gaine synoviale des tendons fléchisseurs des doigts. Cette infection, alors, elle peut être primitive, elle fait suite à une inoculation septique directe, donc piqûre d'insectes direct dans la gaine, ou bien secondaire par propagation de l'infection de proche en proche. Donc là, on a un phlegmon secondaire, un panari compliqué. D'accord? Suite à un panari compliqué. Donc c'est une infection qui est rare, mais plus rare que le panari, mais elle est plus grave. Le traitement, il est vraiment difficile et peut être à l'origine de séquelles fonctionnelles vraiment handicapantes. Les signes cliniques, on a la tétrade de Canavel, il y a la douleur, elle est vive, elle est lancinante, elle est insomniante, elle trace le trajet de la gaine, elle est exagérée à la position de déclive, accompagnée d'une fièvre à 38 ou plus, 38 degrés ou plus. L'œdème, donc on a un doigt qui est odymaché, la peau tendue et inflammatoire. On a une douleur à la pression du cul-de-sac proximal, c'est un signe qui est pathognomonique de phlegmon. On a l'attitude de deux doigts en crochet avec une impotence fonctionnelle. La flexion, elle est irréductible et toute tentative d'extension, eh ben, elle est douloureuse et pratiquement impossible. On va voir des signes régionaux. Il y a les adénopathies épicondyliennes, que ce soit médiales et ou axillaires. Lymphangite, les signes généraux, donc fièvre, frisson, asthénie, un classique d'une infection. Ces signes généraux sont inconstants et bien sûr sont des signes de gravité. Alors dès que le diagnostic est suspecté, l'indication opératoire elle est posée en urgence et il faudra opérer quel que soit le stade parce que là, il y a seulement la chirurgie qui peut préciser le stade. Classification de Michan-Sokolov. Alors on a 3 stades. Il y a la sérite exsudatif, il y a la synovite congestive, donc c'est le seul qui soit de bon pronostic fonctionnel. La sérosité, elle est exsudative, distendant progressivement la gaine, donc le liquide il est louche. La synoviale, elle est vraiment hypervascularisée. Les signes locaux donc on a sont discrets avec une douleur qui est mal limitée, elle gêne à la mobilisation du doigt. Le crochet et l'œdème, ils manquent souvent, d'accord? On ne les trouve pas dans ce stade-là initial. Hein. Donc les signes régionaux et généraux absents aussi. Donc il y a une douleur à la pression au cul-de-sac proximal de la gaine. Comme on avait dit tout à l'heure, elle est pathognomonique de l'atteinte infectieuse de la gaine. Et la seule présence déjà de ce signe-là doit déjà conduire à un traitement chirurgical en urgence.
là, le traitement serait un simple lavage chirurgical. Donc, le traitement consistera en une excision de la porte d'entrée et lavage de la gaine. Et là, on a sauvé le patient. Stade 2, donc la synovite purulente ou membraneuse. Donc, le pronostic là, il est moins bon, car il y a des adhérences cicatricielles qui vont limiter la fonction de doigt. Donc, à ce stade, on va observer un œdème global de doigt, une douleur exacerbée à l'extension de doigt et une attitude en crochet. Les signes locaux régionaux et généraux, il y a des adénopathies épitrochliennes néoaxillaires, comme on a dit tout à l'heure, lymphangite, fièvre 39, hyperleucocytose. Donc là, le tableau clinique il peut être complet. Donc, il y a la synoviale, elle est granuleuse, elle est hypertrophiée, hypervascularisée, et le liquide pratiquement, il est franchement purulent. Le tendon, dans ce stade-là, il est encore intact. Donc le traitement sera une excision de la porte d'entrée et une synoviectomie. Au stade 3, c'est la nécrose septique tendineuse, ou bien la nécrose septique du tendon. Ce stade-là, il est heureusement rare, mais malheureusement très grave. Donc l'attitude de doigt en crochet, elle devient irréductible et permanente. La douleur, elle diminue, mais on aura une fistule qui va persister. La nécrose de tendon, il devient un véritable séquestre qui infecte la gaine. Et donc, il est responsable de la diffusion de l'infection. Dans ce cas-là, le tendon doit être réséqué, ce qui va poser vraiment un problème de reconstruction ultérieure de l'appareil fléchisseur, ce qui va malheureusement peut conduire vers une amputation. Alors, le traitement va consister à une excision de la porte d'entrée et une séquestrectomie. Là, le séquestrer quoi? C'est le tendon, et donc on enlève le tendon. Flegment des espaces celluleux. Le deuxième chapitre des flegments. Alors, l'infection, bien sûr, si vous avez des questions et tout, vous pouvez toujours me les envoyer par mail ou bien sur Instagram, mais je vais vous répondre avec plaisir. D'accord? Alors, l'espace celluleux, l'infection aiguë, elle est localisée au niveau des espaces celluleux de la main. Ils peuvent être profonds, donc l'espace sous-aponevrotique, ou bien superficiel, espace sus-aponevrotique. Donc, ils font suite à une inoculation septique, une plaie, une piqûre. Ce sont des infections aiguës avec tendance nécrotique et purulente. On peut avoir donc 6 localisations possibles. Sus-aponevrotique palmaire 1 et 5 sous-aponevrotiques. Alors, tinarien, hypotinarien, palmaire moyen, dorsal ou commissural. On ne va pas les détailler parce que je crois que c'est un petit peu, ça va être un petit peu de charabia pour vous. Donc, on va juste les citer. Ok. Les examens complémentaires, donc c'est la même chose que les panaries, donc toujours une formule. On aura une hyperleucocytose, une hyperpolynucléose, la glycémie quand le patient est diabétique, l'AVS qui est un marqueur d'infection et d'inflammation, un CRP aussi. Bactériologique, donc le prélèvement il est pratiquement médico-légal, hein, en pré ou bien surtout en opératoire. La radiographie, bien sûr toujours on recherche un corps étranger et un stade plus tardif, les signes d'ostite ou bien d'arthrite. La prise en charge chirurgicale, parce que là le traitement il est carrément chirurgical, l'antibiothérapie elle associe seulement au traitement antibiotique, au traitement chirurgical. Elle ne remplace pas la chirurgie. Alors, l'objectif, c'est quoi? C'est de diminuer l'inoculum bactérien, procéder au parage des tissus nécrosés, donc il doit être large en ce qui concerne la graisse subcutanée et les structures fibreuses non indispensables, car les rechutes infectieuses sont souvent liées à une première excision qui a été économe. La plaie donc opératoire. Alors, je vous explique une chose. Là,
Quand on dit économe, parce qu'on n'a pas fait une excision large, alors qu'on devrait. Et un traitement incomplet conduira inévitablement vers des récidives. Ok. Alors la plaie opératoire ne sera pas fermée hermétiquement. Si on suture, ça serait par des points lâches. Ça serait éventuellement drainé par une lame ou des crins. Bien même, on laisse ainsi à la cicatrisation dirigée. Ça va limiter le risque d'absidification secondaire. Ce qui va, c'est comme si vous allez fermer sur un abcès. Vous l'avez vidé, il faudra que ça continue à être vidé. Sinon, si vous fermez, vous allez laisser tout à l'intérieur et on aura par la suite soit une fistule dans le meilleur des cas, ou bien ça va diffuser vers à l'intérieur. Voilà. Alors, donc la réalisation péropératoire de prélèvements bactériologiques profonds et multiples, c'est systématique. C'est à titre, comme j'ai dit tout à l'heure, médico-légal, mais aussi et surtout pour valider l'antibiothérapie, corriger le traitement. Maintenant, si on avait donné un traitement qui n'est pas adéquat, eh ben, après la preuve bactériologique, on peut toujours corriger si jamais il y a un germe inhabituel ou bien résistant. Donc l'antibiothérapie, bien sûr, à large spectre, elle serait mise en route au bloc opératoire. Dès les prélèvements réalisés, on fait les prélèvements, on lance l'antibiothérapie à large spectre. Après dès qu'on ait les résultats d'antibiogramme, eh ben, on corrige. Ou bien on continue le même traitement s'il était juste au départ. Alors le suivi doit être précoce, à 48 heures, il est obligatoire dans la prise en charge de toutes les infections de la main. C'est même le chirurgien lui-même qui fait le pansement et qui confirme la guérison ou moins la nette régression des symptômes. S'il n'y a pas de guérison apparente, on doit faire une reprise chirurgicale précoce et ça évitera vraiment l'évolution vers des dégâts ou vers des complications désastreuses. Alors, on commence par le traitement chirurgical, si vous voulez, des espaces celluleux. Alors, on fait une excision chirurgicale. Vous voyez dans les deux images, antibiothérapie bien sûr, fixateur externe pour éviter la mobilisation, surtout quand le phlegmon il est sur une articulation, donc il y aura forcément une mobilité articulaire et donc on doit fixer d'abord jusqu'à ce que l'infection se tarde et puis par la suite faire une rééducation. Alors la cicatrisation serait dirigée bien évidemment et puis par la suite, si on s'assure que le site il est aseptique, qu'il n'y a pas d'infection résiduelle, et bien on peut faire un lambeau bien greffe cutané afin de couvrir la plaie. Traitement des phlegmons des gaines défléchisseurs, alors c'est divisé sur 3 stades. Premier stade, stade initial, donc on procède à un lavage simple de la gaine. Ça est réalisé dans les formes débutantes. On procède au parage de la porte d'entrée qui est excisée en quartier d'orange et suturée de manière lâche après l'exérèse de la nécrose graisseuse adjacente éventuelle. On réalise 2 contre-abords aux extrémités de la gaine digitale, comme c'est montré sur la photo. Et on ouvre la gaine grâce à le ciseau et on veille à ne pas occasionner des lésions, bien sûr, épitendineuses. On retrouve fréquemment un écoulement d'un liquide qui est louche ou puriforme, qui confirme l'infection. On fait les prélèvements bactériologiques, comme on a dit, sont systématiques et médico-légales, pour qu'on puisse adapter, bien sûr, l'antibiothérapie par la suite. Donc, un cathéter, il est introduit, comme c'est bien illustré à la deuxième photo. Il est alors introduit en proximal et un lavage très abondant, il est pratiqué afin de purger la gaine de l'inoculum bactérien. Donc, seront initialement pratiqués en face palmaire de l'interphalangeien proximal et on regarde de 1-1. En cas de phlegmon qui est conformé à hauteur de 1-1 ou bien une douleur à la pression proximale de la gaine digitocarpien, et bien un abord à hauteur du pli de flexion de poignet sera nécessaire. Le lavage doit permettre un écoulement libre de sérum physiologique entre les abords de la gaine fibreuse digitale et tout écoulement faible
devrait nous faire suspecter une synovite membraneuse, ce qui va conduire à un abord beaucoup plus large de la gaine végétale. Ce qui nous passe au stade 2. S'il y a une atteinte de toute la gaine, ça oblige une synovectomie complète, bien sûr en respectant les poulies annulaires. La présence du pus dans la gaine entraîne la constitution d'adhérence aboutissant à une raideur digitale, de traitement vraiment difficile. On peut avoir des troubles trophiques résiduels qui existent parfois. La rééducation doit être précoce, mais les séquelles fonctionnelles sont fréquentes. Stade 3, donc le stade de nécrose tendineuse. Là, l'excision elle est radicale. Elle emporte carrément le fléchisseur rompu et les tissus nécrosés. On peut essayer de préserver si possible, bien sûr, l'autre fléchisseur, car la reconstruction, ce serait vraiment difficile. D'ailleurs, c'est impossible de mettre une tige de silicone dans ce contexte, ce qui va conduire à un collapsus de la gaine digitale vide, parce que au départ, quand on enlève le tendon nécrosé, on met une tige de silicone, ce qui va garder il y aura une fibrose qui va se constituer autour de la tige, ce qui va permettre, si vous voulez, de créer un nouveau conduit ou bien une nouvelle gaine pour le tendon. Et puis par la suite, on prélève le petit palmaire et on le greffe. Mais s'il y a un lieu septique, bien sûr, on ne peut pas faire. L'antibiothérapie, elle est primordiale, bien sûr, associée toujours. Et elle ne remplace jamais le traitement chirurgical et la mobilisation digitale doit être précoce afin de prévenir la raideur articulaire. Alors, je vous remercie, mais tout d'abord, je veux que vous compreniez une chose, que les infections de la main sont très importantes à maîtriser. C'est une pathologie qui est fréquente aux urgences. D'ailleurs, je vous invite à faire des gardes dans les divers CHU d'orthopédie ou bien les EPH, là où vous êtes. Et afin de vous familiariser un petit peu avec les différentes formes cliniques de panarie, de phlegma, et afin de mieux maîtriser cette prise en charge, d'abord faire un bon diagnostic, comme dans toute pathologie médicale, confirmer le diagnostic, et puis par la suite mettre en route le protocole thérapeutique, que ce soit d'abord médical ou bien chirurgical. Alors je vous remercie. Si vous avez bien sûr des questions, alors je vais vous répéter, il y a deux adresses. Ma boîte mail dr.ouldmed@gmail.com et sur Instagram drouldmb tout attaché et je serai vraiment très ravi pour vous répondre. Alors je vous remercie encore une fois, je remercie Tapedia. Bien sûr, si vous voulez que je vous fasse un autre cours, vous me dites juste la pathologie en commentaire ou bien par mail ou sur un message sur Instagram et je serai ravi de vous le faire, Inch'Allah. Je vous remercie.